I told you can't trust me. Now Puffy done killed Tupac, man. Puffy's a sucker, man. Doing my thing. And you know what that means? You going up against somebody who got nothing to lose and everything to gain. Puff said he's gonna walk up on 50 Cent and punch him in the face. Yeah, he said I'm just gonna punch him in the face. Tu sais ce qui est le plus effrayant dans cette histoire? C'est pas les rumeurs. C'est pas les procès. C'est le silence juste avant la tempête. Parce que cette fois, il ne s'agit plus d'un clash sur Twitter ou d'un post supprimé trop vite. Non, c'est un avertissement. Dis-lui que c'est pas fini. Cette phrase, envoyée à 3h42 du matin, a fait l'effet d'un séisme dans les coulisses. Et on a vérifié, le compte était inactif depuis janvier. Mais pile le soir où le verdict est tombé, il revient. Et balance ça. Une menace? Un message codé? Peu importe. Une chose est claire, quelqu'un se prépare à frapper. Le procès a duré 16 semaines. Des témoins floutés. Des documents scellés. Des avocats qui entraient et sortaient du palais de justice comme dans un thriller. Et à la fin? Non coupable. Pas surtout, bien sûr. 2 chefs d'accusation ont tenu. Mais le plus grave, celui qui aurait pu l'envoyer en prison pour le reste de sa vie, envolé. L'ambiance dans la salle? Un mélange de choc, de colère et d'incrédulité. Mais ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Quelques heures après la décision, des insiders ont commencé à parler. Pas à la télé. Pas sur les grands médias. Non. En off. Sur des groupes cryptés, des forums obscurs. Et ce qu'ils disaient, c'était simple. Il prépare sa vengeance. Et c'est là que ce fameux message surgit. Pas anodin. Pas accidentel. Ciblé. Glacé. Dis-lui que c'est pas fini. Ce n'est pas une rivalité née d'un désaccord musical. Ce n'est pas juste une embrouille de stars capricieuses. C'est personnel. Et ça remonte à loin. Depuis les années 2000, il s'envoie des pics en pleine lumière et dans l'ombre. À l'époque, certains disaient que c'était du marketing. Mais aujourd'hui, personne ne rit. Parce qu'au fil des années, la tension est montée d'un cran. Puis 2. Puis 10. Des interviews devenues virales. Des images détournées. Et ce fameux passage radio qui a marqué tout le monde. Il m'a dit qu'il voulait m'emmener faire du shopping. J'ai cru rêver. Tu dis ça à une meuf, pas à moi. Et depuis? Chaque mot, chaque geste est devenu une brique de plus dans un mur de haine froide. Mais récemment, ce mur a commencé à trembler. Il faut comprendre une chose, l'autre n'a jamais répondu frontalement. Il a utilisé un langage bien plus calculé, bien plus dangereux, le silence suivi de mouvements en coulisses. Et là où ça devient vraiment inquiétant, c'est quand les témoignages commencent à apparaître. Pas des tweets de rageux. Pas des fans. Des gens qui travaillaient avec lui. Comme cette ex-assistante, qui a tout balancé. Il déteste les confrontations. Il préfère les armes. Et quand cette phrase est apparue dans les transcriptions du tribunal, un frisson a parcouru Internet. Parce qu'à ce moment-là, on a tous compris. Ce n'est pas une histoire de clash. C'est une guerre d'influence. Et voilà ce qui change tout. Ce n'est pas une chanson. Ce n'est pas un post. C'est un documentaire. Un projet qui, selon certaines sources, est plus dangereux qu'un procès. Pourquoi? Parce qu'il ne suit pas les règles. Il fouille là où la justice n'a pas voulu aller. Et surtout, il expose ce que les médias traditionnels ont soigneusement ignoré. Officiellement, le docu devait parler de soirées bizarres, d'excès, de scandales. Mais depuis peu, le ton a changé. L'équipe derrière le projet veut maintenant tout raconter. Pas seulement ce qu'on a vu dans les gros titres, mais ce qui se passe derrière les portes closes. Des témoins anonymes ont déjà livré des enregistrements. Des vidéos ont fuité. Et l'une d'elles, si elle est authentique, va choquer l'opinion publique. Un extrait montre ce qui semble être une fête ultra privée. Masques vénitiens, jeux d'ombre, décors inquiétants. Un témoin l'a comparé à une version réelle des « Eyes Wide Shut ». Un autre affirme que les personnes présentes ce soir-là n'étaient pas des figurants. C'étaient des gens haut placés. Très haut. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'un autre leak suggère que l'un des objectifs du documentaire est de révéler un réseau. Pas un réseau de fans ou d'influenceurs. Un réseau de contrôle, de manipulation et peut-être même de chantage. Des gens qui ne veulent pas qu'on sache ce qu'il s'est réellement passé ces 20 dernières années. Et c'est pour ça que le message a été envoyé. Dis-lui que c'est pas fini. Parce qu'ils savent que ce qui arrive, c'est bien pire qu'un tribunal. Et dans ce genre de guerre, les coups ne sont jamais prévisibles. Et quand on dit « lui », on sait exactement de qui on parle. Et pas pour rigoler mais il y a un nom qui revient sans cesse, un nom qu'on n'entend plus du tout depuis le procès, Camille. Camille, c'était son bras droit. Celle qui gérait tout, qui savait tout. Elle aurait été mentionnée plus de 70 fois dans les documents de l'affaire. Et pourtant, absente du procès. 0 témoignage. 0 apparition. Pourquoi? Qui l'a fait taire?
Et surtout, où est-elle maintenant? Et là, on entre dans un terrain encore plus sombre. Des rumeurs disent que cette célébrité ne jouait pas solo, qu'il aurait servi d'intermédiaire. Une sorte d'agent protégé. Un peu comme Epstein, tu vois? Certains documents confisqués lors des perquisitions n'ont jamais été rendus publics. Et selon un ex-procureur, pour qu'un deal aussi bizarre ait été accepté, il fallait que ça vienne de très, très haut. Alors pourquoi ce message maintenant? Parce qu'il sait que le docu arrive. Et que cette fois, ce ne sera pas juste une série de rumeurs. Ce sera des preuves, des visages, des voix, des deals. Et ça peut faire tomber plus que lui. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'il va réussir à faire taire tout le monde avant que ça sorte?